Parmi les pires monstres que les mangas animés ont à proposer, les plus terrifiants sont sans doute créés par Junji Ito, le maître de l'horreur. Que ce soit des fantômes, des monstres ou encore des entités surpuissantes, c'est très varié. Aujourd'hui, on va voir les monstres les plus dangereux, et je vais les classer en fonction de leur niveau de menace. Et justement, en parlant de traumatisme, si vous devez compenser les thérapies nécessaires après autant de lectures de Junji Ito que moi, un peu de cash bonus ça vous ferait pas de mal. Et c'est là qu'intervient notre sponsor du jour, Freecash. Freecash est dispo sur iOS et Android. C'est une application gratuite qui permet de gagner de l'argent simplement en jouant à des jeux mobiles. Le principe est ultra simple. Vous créez un compte, vous allez juste ici dans l'onglet Earn, vous choisissez votre offre. Évidemment, il faut que ça soit un jeu que vous avez jamais téléchargé. Vous activez le suivi d'application pour que votre progression soit bien comptabilisée. Et hop, vous commencez à jouer. Et à force d'atteindre des objectifs, l'argent s'ajoute directement sur votre solde. Et avec 4,8 sur 5 sur Trustpilot, avec plus de 260 000 avis, vous êtes clairement sur une application solide et fiable. Perso, j'ai testé Domino's Dream. J'y joue tranquille pendant mes pauses entre deux sujets. Et on voit directement où en est ma progression juste ici. On peut même faire des achats in-app pour avancer plus vite et récupérer du cashback via les récompenses bonus. Et pour le retrait de vos gains, rien de plus simple. Il vous suffit d'avoir un compte PayPal ou un compte bancaire, et voilà, le paiement est validé. Pour tester, vous trouverez le lien en description ou en commentaire épinglé. En plus, avec mon lien, vous avez 5$ bonus sur la première offre que vous commencez. Vous pouvez même parrainer vos amis pour du cash supplémentaire. Encore merci à Freecash pour leur soutien, et nous, on retourne à nos pires monstres de Junji Ito. S'il y a une œuvre de Junji Ito qui m'a toujours laissé tenter, c'est bien Tomie. Je sais pas, je trouve qu'elle dégage quelque chose. C'est comme si j'avais envie de la découvrir à cause de sa beauté. Pourtant, ne vous laissez pas avoir, c'est un monstre. Dans la première histoire où elle apparaît, on sent que l'auteur a fait quelque chose de mystique. L'histoire commence par une enquête pour essayer de comprendre le meurtre de Tomie, qui a soi-disant été découpé par un psychopathe. Mais la jeune élève revient comme si de rien n'était. Du coup, on se pose la question, est-ce qu'elle est réellement morte, ou si c'était un rêve? Après une chute accidentelle, toute une classe décide de la découper pour effacer les preuves. Sauf qu'elle est revenue, et étonnamment, pas mal de garçons sont sous son charme. Elle crée la zizanie et s'en branle les gens fous. Au point qu'à la fin de l'histoire, il y a déjà 2 suicides. Mais le point le plus important, c'est la fin, où on apprend que chaque morceau d'elle se régénère. Et si au départ on pense voir une supposée humanité, à la lecture des autres nouvelles, on se rend compte que c'est un monstre. On le voit bien lorsqu'on tente de la prendre en photo, ou qu'on essaie de peindre son vrai portrait. C'est comme s'il avait une deuxième tête, et si tu contredis sa beauté, elle va avoir un regard glacial, et demandera à ses suiveurs de te tuer. Elle a tout d'une succube. Sa beauté est envoûtante, et bien des hommes seront fascinés par elle, au point que ça crée un cycle. Un homme tombe amoureux d'elle, ça en devient une obsession, puis ça part en jalousie, et enfin, en meurtre. C'est presque systématique. Tomie se fera tuer et découper par sa victime. Elle reviendra toujours dans une forme morbide, prête à hanter celui qui la tue. Je ne vais pas vous le cacher, mais si Tomie s'intéresse à vous, considérez que votre destin ne va pas être incroyable. Vous allez juste devenir fou, et faire des trucs horribles juste pour lui faire plaisir. Genre, par exemple, t'as un couple qui l'a adopté en tant que bébé, et du coup elle fait que pleurer. Elle se calme uniquement quand elle voit du rouge. Du coup, pour la calmer, ils ont décidé de faire des incendies. En dehors de ça, on a déjà vu un alpiniste chevronné enlever tous ses vêtements, et son influence a poussé une vieille dame très gentille à lui sucer le sang, et pris de remords, elle s'est suicidée. J'espère que vous aurez jamais une partie de son corps en vous. Si par exemple vous avez des cheveux, ils vous tueront. Et si vous injectez de son sang ou un de ses organes, la personne touchée deviendra Tomie. Et le pire de tout, c'est si vous vous retrouvez dans une guerre entre clones de Tomie. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais il faut savoir qu'elle peut se dupliquer, et chaque Tomie déteste toutes les autres versions, et va influencer des gens pour tuer les prétendantes. Si vous êtes pris dans cette guerre, vous pouvez être sûr que vous allez faire des dingueries. Ce qui est terrible avec elle, c'est qu'on sera jamais réellement débarrassé de Tomie, car même si on peut l'incinérer, ou stopper sa régénération avec l'acide, personne n'aura un plan de ouf pour la tuer, vu qu'il sera toujours envoûté, et la tuera de manière spontanée. Et puis aussi, il y a tellement de versions de Tomie différentes, que c'est impossible de l'abattre définitivement. Elle va juste continuer de proliférer à l'infini. Quoi qu'il en soit, Tomie reviendra quasiment toujours à la vie, elle est inévitable. Mais il y a un truc qui est safe, c'est de s'abonner à la chaîne. Vous allez avoir pas mal de vidéos sur des univers horribles, des secrets, ou plein de contenus sur la puissance des héros des mangas animés. J'ai également créé un Discord, et si jamais tu souhaites me soutenir moi et mon équipe, n'hésite pas à me rejoindre sur Patreon. Il y a quelques contreparties plutôt sympas. S'il y a bien un endroit au Japon qu'il ne faut à tout prix jamais visiter, c'est bien le village de Korozu, créé par Junji Ito. C'est simple. Si vous allez là-bas à la mauvaise période, vous êtes juste foutu à cause de la malédiction de la spirale. Cette malédiction, une fois activée, elle peut prendre plein de formes en tout genre. Et en fonction de ça, t'auras une mort plus ou moins horrible. Et oui, parce que faut pas se leurrer, ici, quoi qu'il arrive à la fin, tu meurs. Et puis, c'est insidieux ce truc. Non, parce qu'au début, ça va quoi. T'es juste giga obsédé par les spirales au point d'en faire une collection. Ouais,
Et puis d'un coup, paf, tu peux modifier ton corps en mode spirale dégueu, à tel point que tu vas faire dodo pour l'éternité dans un tonneau façon spirale. De quoi bien traumatiser tes proches qui vont leur détester tout ce qui ressemble de près ou de loin à une spirale, en mode grosse crise de panique. Et ça peut aller loin cette histoire. Ah bah jusqu'à se retirer du corps, tout ce qui fait aussi une forme de spirale. Genre les cheveux, les empreintes digitales, la cochlée au fond de l'oreille par exemple. Ah bah je vous l'avais dit, dans cette ville il se passe que des dingueries, en mode gros body horror. Même des trucs aussi banals qu'une histoire d'amour avec des parents qui s'aiment pas façon Roméo et Juliette, ça finit en viens chérie, échappons-nous ensemble en devenant des serpents qui s'accouplent. Du coup, ils s'entrelacent et ils se barrent dans la mer, comme ça. Et en vrai, c'est peut-être le moins pire des destins qui t'attend dans cette ville. Non, parce que juste un truc comme avoir des cheveux longs, ça peut être un problème. Ah bah ils vont se faire posséder par la malédiction, rendant tes cheveux super hypnotiques grâce à la spirale, faisant de toi le centre de l'attention, jusqu'à ce que ta chevelure t'ait sucé toute ton énergie vitale. Je vous jure, y a rien qui va dans cette putain de ville. T'as des cadavres qui sortent de terre, des gens qui se transforment en putain d'escargots, et c'est ok pour les habitants. Sinon, t'as des femmes enceintes tueuses qui se prennent pour des moustiques à sucer le sang des patients, et leurs bébés. Ah bah c'est des démons avec un cordon ombilical qui fait des champis envoûtants, et eux, leur but c'est de retourner vivre dans le ventre de leur mère pour continuer à boire le sang qu'elles ingèrent avec ces langues de moustiques dégueulasses. Et puis l'environnement aussi est là pour tuer, surtout sur la fin de la malédiction. Genre t'as un phare surpuissant qui crame tout avec sa lumière, des cyclones qui absorbent les gens et peuvent tomber amoureux de toi, ou des maisons qui te font pousser d'horribles excroissances osseuses. À la fin, la ville est juste ravagée, excepté les vieux baraquements, et l'air est si dense que le moindre mouvement crée des tornades. Quant à l'aide extérieure, vous pouvez juste oublier. Soit ils se sont fait coincer dans la ville avec vous, soit ils sont emportés par les tornades ou les tourbillons marins pour ceux qui viennent par la mer. Et les survivants, ils sont tous fous. T'as des gangs qui s'amusent à rider des tornades pour tout détruire. D'autres qui boutent des hommes escargots comme des gros dégueulasses bien flippants. Et enfin, ceux dont les baraquements finissent tout emmêlés, façon boule de nœud, à créer insalablement des extensions pour leurs abris. Et ne pense même pas à t'échapper. Que ce soit par des tunnels qui s'allongent à l'infini, ou par la forêt des montagnes qui est faite pour te perdre, y a aucun échappatoire. Par la mer, c'est pareil, tu vas juste te faire avaler par les eaux. De toute façon, comme je vous l'ai dit au début, dès que la malédiction a commencé, y a plus d'échappatoire. Les baraquements vont finir par tout se lier comme une spirale et absorber tous les habitants au cœur de la ville, au fin fond de la spirale de l'étang, où se trouve une étrange ville en ruine, où, à la fin, tout s'entortille et finit en pierre. La ville rase ensuite toutes les traces de la malédiction et un nouveau cycle peut recommencer. C'est sans aucun doute l'entité la plus glauque que tout ce qu'a pu faire le maître de l'horreur. Est-ce que vous aimez les ballons? Moi oui! Ça me fait penser à Lao ou encore aux fêtes foraines. Je trouve ça hyper cool. Eh bien, Junji Ito a réussi à en faire un concept d'horreur qui est hyper glauque. Tout a commencé avec la mort de Terumi Fujino, une jeune vedette qui s'est suicidée. Elle avait pas mal de fans dévoués qui se sont donné la mort pour la rejoindre. Toutefois, ça a empiré quand soi-disant il y a eu le fantôme de l'actrice qui rôdait dans la ville. Mais c'est chelou. C'est pas une sorte d'esprit, mais une tête géante qui flotte. Le seul truc qu'il a fait, c'est de demander à son copain de venir. Est-ce qu'il voulait lui parler? Non! En vrai, pas du tout. Elle a juste attiré dans un piège pour qu'il se pende. Et bam! Il meurt directement, pendu en dessous d'une tête flottante, arborant son visage. Bon, là, c'est un piège un peu sournois, mais ça va s'accélérer. Le jour suivant, plein de ballons vont carrément chasser leur contrepartie. Ils bougent très vite et semblent avoir un contrôle assez précis avec leurs cordes. Bon, vous allez me dire, au pire, on peut leur tirer dessus, et ça marche. C'est ce que fait un habitant qui a utilisé une arbalète. Il a voulu sauver une jeune fille, ça a crevé le ballon, qui s'est dégonflé. Sauf que ça a aussi tué la personne qui avait le même visage. Et oui, le destin du ballon est rattaché à la personne ciblée. Ça veut dire que tu ne peux rien faire. Et si tu tentes de faire quoi que ce soit pour les ralentir ou les tuer, bah tu vas juste tuer des innocents. Après, il y en a qui ont essayé de se protéger le cou pour sortir travailler, mais ça n'a pas fonctionné. La seule solution, c'est de s'enfermer. Mais bon, c'est pas spécialement une vie. Déjà parce qu'au bout d'un moment, tu vas tomber à court de nourriture, il va donc falloir se ravitailler et donc sortir. Et au-delà de ça, les ballons sont doués de parole. Ils vont tout faire pour essayer de t'attirer dehors. Il suffit par exemple qu'une de ces saloperies attrape l'un de tes proches pour te piéger et te forcer à sortir ou à ouvrir la fenêtre. Vraiment, ces trucs sont terrifiants, ça avait juste commencé comme étant un mauvais présage, mais ça s'est vite transformé en un scénario catastrophe. Je sais vraiment pas comment on peut se défendre face à ces trucs. Y a rien qui marcherait. Le seul truc que tu peux faire, c'est de tirer sur les ballons où il y a déjà quelqu'un d'accroché. S'ils sont si haut, c'est parce que tout le Japon est envahi. Et même si dans un one shot, tu apprends qu'ils ont disparu, quelques mois plus tard, ils sont revenus. Quand j'ai vu cette couverture, je me suis dit « Waouh, c'est quoi ce truc de fou ?» T'as un mec en uniforme scolaire avec un air désolé, et une petite fille trop bizarre, et surtout, t'as toute une classe en train de fondre. Dans la première histoire de l'école décomposée, on suit le point de vue d'une jeune fille qui fait la rencontre d'un nouvel élève, Yuma Azawa. Et le premier truc qu'il fait, c'est de s'excuser. Genre, c'est un peu bizarre
et il arrête pas de se prosterner. Enfin bref, c'est chelou. Mais après les cours, notre protagoniste voit une petite fille assez glauque. Genre elle la poursuit et souhaite lui sucer la cervelle. Du coup, logique, elle se casse. Mais elle se prend un camion. Du coup, le personnage principal est à l'hôpital et surprise, le nouvel élève s'excuse des agissements de sa sœur, Shizumi Azawa. Il nous explique par la suite que sa cadette a subi la malédiction du serpent pour punir le fait qu'il a tué des animaux. Alors, dit comme ça, Yuma a l'air d'être une victime, mais c'est un poil plus compliqué que ça, puisque sa sœur révèle à notre protagoniste que le nouvel élève a tué des animaux pour faire un rituel satanique, et que, s'il se prosterne, c'est pour son plaisir. Il implore le démon pour le kiff. Et truc chelou, mais notre héroïne, ses parents, ainsi que tous les élèves de la classe ont un étrange rhume. Ils ont pas l'air d'avoir les idées en place aussi. T'as Yuma qui continue de s'excuser, et là, les orifices des camarades de classe laissent échapper un étrange liquide. On a Shizumi, qui explique en fait les supplications de son frère liquifient le cerveau de ses interlocuteurs à cause de son lien avec le démon. Ce qui est terrible, c'est que l'école était condamnée dès le départ, avant même qu'on s'en aperçoive. Et ça, ce n'est que le premier chapitre. Les frères et sœurs vont continuer à faire des dingueries. Genre Yuma va par exemple avoir pas mal de copines, et à chaque fois qu'il fait un compliment, sa partenaire va devenir de plus en plus laide. Tu te dis what the fuck? Mais on se rend compte qu'il fait pas un compliment vers sa copine, mais plutôt au démon qui se situe derrière. Et vu que sa copine est entre les deux, elle se prend les ondes maléfiques, et c'est son visage qui se déforme. En vrai, j'y pense, mais ce qui est étrange, c'est que la fratrie, même si la sœur semble démoniaque et reprend un peu le trope de l'enfant maléfique que fait Junji Ito, bah en vrai c'est loin d'être la pire. Ok, elle aime bien boire de la graisse de cervelle humaine, mais des deux c'est peut-être la plus franche. Contrairement à son frère, elle donne toujours des explications directes, alors que son frère, c'est un giga mytho. Il a inventé plusieurs origines à sa sœur. Comme quoi elle a la malédiction du serpent, ou que sa mère s'est accouplée avec le démon. Genre les deux vont pas ensemble du tout. J'aime bien la dynamique du duo. Ils sont opposés, et ça donne quelque chose d'assez absurde. Et si je les place plus haut que Tomie, la spirale, ou encore les ballons, c'est parce que l'affaire de l'école décomposée s'est ébruitée, jusqu'à devenir une affaire d'état. La police a emmené les suspects à la télé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et les excuses de Yuma ont été transmises à la télé japonaise. Donc potentiellement, ça atteint tout le Japon, voire même le monde entier dans ce qui est écrit. Et tous ceux devant ce programme ont subi les effets des excuses. Après, qu'est-il advenu de ceux qui ont été touchés? Ça à vous de faire votre avis. Quand on pense à des horreurs biomécaniques dont le design seul suffit à dégoûter les gens, on peut généralement penser à la franchise Alien et aux œuvres de Giger. Mais vous inquiétez pas, avec Dio, Junji Ito nous a montré qu'il n'était pas en reste non plus. Dites bonjour à ces jolis petits poissons marcheurs. De base, quand on les voit, on se dit que c'est rien de si terrible, qu'ils sont juste moches et font flipper à ramper dans tous les sens, mais ça va. Enfin, ils puent quand même littéralement le cadavre et peuvent te niquer avec leurs pattes mécaniques, mais tu peux quand même facilement les tuer. Enfin ça, c'est quand il y en a qu'un, parce qu'au bout d'un moment, c'est toute une horde de poissons marcheurs en tout genre qui sortent de l'eau. Et oui, même des putains de requins, prêts à te courser pour te croquer le cul, défonçant tout sur leur passage. Ou encore des calamars qui vont te choper les pieds avec leurs tentacules. Évidemment, pour que ce soit juste des horreurs inarrêtables, l'armée a beau leur tirer dessus, rien n'y fait. Ils continuent de marcher, détruisant tout sur leur passage. En même temps, quand t'as des fucking baleines qui sortent de l'eau, tu m'étonnes que ça détruit tout. À tel point qu'en presque un mois, les poissons marcheurs ont envahi le monde. Et Tokyo, c'est plus qu'une ville fantôme qui pue la mort. Et tout ça à cause de quoi à la base? D'une fichue bactérie. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, des scientifiques ont découvert sur des poissons une bactérie qui fait gonfler le corps des infectés, qui commence à cracher une odeur de cadavre par la bouche, et même par le cul. Ouais, hyper glamour. Du coup, ils ont fait une arme infectant des chats et des chiens, sauf que, problème, au bout d'un moment, l'infection nique les nerfs moteurs. Du coup, nouvelle idée de génie, et si on les mettait sur des pattes mécaniques actionnées par le gaz? Ouais, trop bien. Sauf que le bateau qui transportait ces machines infernales a coulé, et avec le temps, a muté. Et c'est ça qui a fait remonter ces horreurs de la surface. Donc oui, techniquement, les poissons ont fini par mourir sous ces machines, depuis un mois qu'ils sont sortis de l'eau. Mais tranquille, puisque entre-temps, l'odeur, elle a fini par contaminer les humains par le virus. Résultat, les gens commencent à puer, à grossir avec plein d'abcès partout sur le corps, et à émettre cet horrible gaz par la bouche et le cul. Ah! Et comme c'était pas assez, en fait le gaz c'est une horreur vivante qui finit par attirer ces infectés sur les pattes mécaniques pour en faire des nouveaux marcheurs. Et pour les pattes de gros animaux marins, c'est simple, ils stockent plein d'humains infectés ensemble. Magnifique n'est-ce pas? Du coup, comme on peut rien faire contre eux, à la fin le monde est envahi par ces horreurs, et il ne reste qu'une poignée de survivants immunisés. Mais en vrai, je vois vraiment pas ce qu'ils pourraient faire pour relancer le monde.
Quand j'ai demandé au Reddit de Junji Ito quel était le monstre le plus dangereux du maître de l'horreur, ils m'ont tous répondu Remina, la planète de l'enfer. Et pour cause, c'est l'entité la plus destructrice parmi tout ce qu'a pu proposer l'artiste. Dès les premières pages, tu vois une jeune fille crucifiée devant une foule qui crie qu'elle doit mourir, et juste au-dessus, t'as des yeux énormes qui la fixent. Pourquoi est-ce que tout le monde la déteste? Eh bien, parce que son père a nommé la planète qu'il a découvert par le nom de sa fille, Remina. Mais au début, tout se passait bien. Le fait d'avoir le même nom qu'une planète a boosté la carrière de la jeune fille, qui est devenue une véritable star. Sauf que, problème, la planète s'approche de la Terre. Et qu'en plus, elle dévore tous les astres voisins dans son passage. Donc évidemment, c'est la panique, et les gens vont faire des théories que ce serait la faute de Remina la fille et son père qui l'ont attiré ici. Ils veulent même les tuer, en mode les deux sont liés. Et autant la planète, je la trouve terrifiante, mais les humains également, ils peuvent être des monstres. Ils sont vraiment prêts à tout. Mais le truc terrifiant, c'est de voir comment Remina bouffe Mars et la Lune. Genre elle a chopé avec sa langue pour les manger. Donc là, pour vous dire, on a un mix entre Galactus pour l'aspect je bouffe des planètes, la Lune de Majora's Mask pour l'aspect terrifiant, et une langue géante pour rendre le truc encore plus glauque. Genre, elle lèche la planète, ouais, c'est un peu chelou dit comme ça, mais en faisant ça, elle détruit le monde. Genre, t'as une trace énorme sur la Terre. Et ça va être encore plus le bordel quand on va faire tourner la Terre. Alors, comment est-ce qu'on peut battre ce truc? Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais on peut pas. On a essayé de la détruire avec des missiles, mais ça lui a rien fait. Pire, l'explosion s'est répercutée dans le monde entier. Bon bah, si on peut pas détruire la planète, autant essayer d'y vivre, non? C'est ce qu'ont essayé certains personnages qui ont vu des images comme quoi il existe une atmosphère et qu'elle y est habitable. Sauf qu'à l'arrivée, tu vois que le truc il a l'air ultra sinistre. L'air n'est pas du tout respirable. Et c'est même pas tu suffoques vu que t'arrives pas à respirer. Non, là, tu te dissous dans d'autres souffrances. Pire que ça, la planète absorbe ton corps et ça crée plein de langues qui vont massacrer le reste de l'expédition. Enfin bref. La planète finira par manger la Terre, et tu vois qu'elle est également pleine de dents. Et c'est sans débat possible, le monstre le plus dangereux de Junji Ito. Mais est-ce que c'est le plus terrifiant? Je pense pas. Perso, je dirais que c'est la spirale. Vraiment, le truc il est ultra macabre. Et tiens d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pour vous, c'est lequel le pire monstre, ou encore la pire entité? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si vous souhaitez en parler en profondeur, n'hésitez pas à aller sur mon Discord. Et si vous avez l'envie et les moyens, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Ça aiderait vraiment la chaîne. Allez, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!